Nouveau numéro de votre émission Djena Sport. Vous êtes bien sûr sur Radio Djena. Nous évoquons deux sujets phares dans ce nouveau numéro. Nous parlons en premier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. La liste de Claude-Marie François Leroy à forte dominance locale. Peut-on parler déjà d'un nouveau projet? La question sera posée à nos invités déjà en studio. Nous parlons également de ce courrier-réponse de Madame la ministre suite à l'interpellation de l'honorable Djeri Taman par rapport justement au sport togolais, surtout en rapport au football avec la question Claude Leroy. Quel commentaire dans la presse? La question également sera posée à nos invités. Dans la deuxième partie, nous parlons du championnat de football de première division renvoyé au calendrier grec. L'État évoque la flambée des cas positifs de coronavirus. Une commission est mise en place à la fédération pour essayer de proposer un nouveau document plus convaincant à l'autorité. Voilà également un sujet qui fera débat dans cette émission qui invite des confrères. Nous sommes avec Moudib Falana, le confrère du Mérite Sportif. Il est le directeur de publication. Moudib, bonjour. Bonjour Latif Yorouma, bonjour aux confrères autour de la table et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. En studio également, Steven Lavon, notre confrère freelance. Steven, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Et également le collègue de Radio Djena, Eli Modeste Eric Atikbo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les confrères autour de ce plateau, bonjour à tous les auditeurs de Djena. Je suis Latif Yorouma, Augustine Doumé est à la mise en onde de cette émission. Nous parlons justement des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, la liste de Claude-Marie François Leroy, une liste pour affronter les Comores pour le compte de la 5e journée de ces éliminatoires qui ont déjà mis le Togo out. Nous aurons 3 gardiens de but: Adri Kossi Agbeko du Dynamique togolais, Aïba Abdul Moubarak de la SOTR, même si le joueur évolue déjà sur le continent. Nous aurons également d'autres joueurs, en tout cas, qui jouent dans le championnat du Togo. On va revenir sur cette liste-là. Alors, Steven Lavon, on évoque justement cette liste qui comporte plusieurs joueurs du championnat local. Peut-on déjà parler d'un nouveau projet de Claude Leroy? Non, sincèrement, je n'irai pas jusque-là parce que j'ai l'impression que c'est le contexte qui fait que il s'était obligé de faire cette liste-là à forte consonance locale. Vous êtes d'accord avec moi que le Togo n'a plus rien à jouer dans ces éliminatoires. Le Togo est déjà éliminé avec 1 point en 4 rencontres. Et avec ce contexte de coronavirus où c'était difficile d'obtenir la libération des joueurs évoluant sur le continent européen ou bien dans d'autres clubs, pour le Togo, c'était plus facile de pouvoir rassembler ces joueurs qui sont à portée de main et peut-être ajouter certains qui viennent d'ailleurs pour faire un groupe et aller faire ces 2 matchs-là qui, comme je l'ai dit, ne comptent véritablement que pour du beurre parce que si on gagne, même si on gagne les 2 derniers matchs, à quoi ça va nous servir? À quoi ça va nous servir concrètement si ce n'est peut-être de mieux se positionner dans ce groupe-là et peut-être envisager d'éviter des préliminaires lors du prochain tirage pour les éliminatoires de la CAN 2023. Donc concrètement, moi je ne parle pas d'un nouveau projet. De toute façon, on est dans un nouveau projet depuis 4 ans. Donc je ne sais pas si ce sera un nouveau projet à l'orée de la 5e année de Claude Leroy au Togo. Donc comme moi j'ai dit, je pense que c'est le contexte qui se prêtait plus à ce regroupement-là fait avec des joueurs locaux que à un concept de nouveau projet, parce que nouveau projet, je n'en vois pas véritablement. Voilà, et donc je parlais de cette liste-là sur laquelle justement on n'a pas Aïba Moubarak, mais plutôt on a Djirani Inguissan qui fait son retour. Il a quand même été absent de la liste depuis longtemps, mais il fait son retour. Il y aura également le gardien de but de Boblessou, Delac, Gbignon, Comlan. C'est quand même des opportunités pour
ces joueurs, Moudib Falana? Oui, des opportunités à saisir forcément. Mais il faut également souligner que vu le contexte, il est important quand même de donner la chance à d'autres joueurs de monnayer leur talent, de pouvoir s'exprimer. Et quand vous prenez ces éliminatoires, le Togo, comme l'a souligné tout à l'heure Steven Lavon, n'a plus grand-chose à faire. Après 4 matchs, nous avons 1 point au compteur. Mais il faut quand même souligner que nous partons avec un léger avantage si on veut scruter un peu le terrain. D'autant plus que nous avons participé au dernier CHAN. Et comme nous sommes en train de le remarquer, quand vous prenez cette liste, c'est une liste à forte consonance ou à coloration locale. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a eu quand même ces retombées du dernier CHAN et on va surfer forcément là-dessus. D'accord. Alors, Eliatik, au niveau des joueurs de champ, nous avons Abozo Kloussé qui évolue du côté de la Tunisie à Béja, l'Olympique Béja. Nous avons Ama Tuchui, Kanyevi, ces 2 joueurs qui sont déjà depuis un moment dans le nid des éperviers. Et donc, pas de surprise, lui, il évolue au niveau de la Mauritanie. Nous avons Ate Youssoufou de Wafa du Ghana, Djinda Konam, la figure de proue de cette formation en Espagne, bien sûr. Moussa Bilal de Togo Port, Lawson Steve qui revient de l'Écosse, Sama Abdul Halimou de l'Asco de Kara, Toudji Vincent de Gomido, ça fait pratiquement l'équipe locale du Togo. Oui, ça fait pratiquement l'équipe locale du Togo. Je me pose la question de savoir si Claude Leroy a été contraint de prendre cette équipe nationale locale, pour la plupart, parce que confronté au blocus des clubs européens de libérer certains joueurs et tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de surprise par rapport à cela, parce que quand vous écoutez même le sélectionneur tous ces derniers temps, il vous dit que ce groupe est en train de souffrir d'expérience internationale. Vous savez que en fait, si on lui avait laissé la latitude de récupérer tous les joueurs, il ne prendrait pas cela, parce que ça fait 5 ans qu'il est là. À chaque fois qu'on demande, allez, prenons les joueurs du cru local, essayons quelque chose, on se rend compte que véritablement on n'acceptait pas. Quand vous prenez Claude Leroy, à part Urosama Hakim, même qu'il a hésité à faire lancer, pour la plupart ça a été compliqué. Maintenant, quand je regarde cette liste, on se dit on est déjà éliminé pour les éliminatoires, la 5e et 6e journée, c'est ça compte pour du beurre. Est-ce qu'il fallait, pour moi, dépenser de l'argent pour faire revenir les Steve Lawson de l'Écosse, les Djinda Konam de l'Espagne et tout ça, ou de partir directement avec cette équipe nationale locale qu'on a eu à voir lors du CHAN? C'est vrai, ils n'ont pas de l'expérience, mais si on ne les fait pas jouer, quand est-ce qu'ils vont engranger cette expérience? On se pose la question, est-ce qu'on pouvait parler avec ces joueurs et pouvoir essayer de repartir sur une nouvelle base? Parce que pour Claude Leroy, lui ne sait quand est-ce que sa mission finira au Togo, donc peut-être une action à saluer qui serait de relancer totalement ces jeunes-là qui, pour ma part, ont prouvé. Parce que quand vous regardez les joueurs comme Takei Marouf qui sont là depuis, qui quand même pour moi méritaient de jouer quelques bribes de match, de commencer parfois des matchs. Peut-être c'est l'occasion pour ces joueurs-là de pouvoir briller. Quand on regarde parmi les gardiens, Gianni Nguissan qui a disparu totalement, je crois que c'est après le match Togo-Guinée d'ici lors des éliminatoires de la CAN. Il a pris 4 buts. Voilà, de la CAN 2015, je crois, de Bugal, face à la Guinée, c'est fini, il a disparu. Et là, il est de retour. Et tout ça, ce n'est pas à saluer véritablement de la part de Claude Leroy, parce que c'est une contrainte. Il n'avait pas d'autre choix que de faire avec ces joueurs. Voilà pourquoi il est parti avec eux. Voilà, pour justement ces 2 rencontres, d'abord, il y aura le match contre les Comores et puis celui contre le Kenya. Il y aura d'autres joueurs en milieu de terrain comme Adjahli Moïse qui évolue désormais du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire. Akoro Bilali du Togo Port, Amekoudji, Doji du Dynamique Togolais, Bebou Ilas de Hoffenheim, c'est en Allemagne, et Nifoul Henriquet qui, lui, s'entraînerait en réalité au Togo, mais sur la liste, le joueur vient de la Finlande. En tout cas, on va vérifier tout cela. Non, je ne pense pas qu'il soit au Togo. Il est reparti en Belgique depuis un bout de temps. D'accord, mais là, c'est la Finlande. Voilà. Il appartient à un club finlandais. Un club finlandais. Nyama Akate de l'Asco de Kara, Tchakei Marouf également de l'Asco. Et puis en attaque, c'est des joueurs également de l'équipe locale, Agoro Ashraf
ASK, Ouro Agoro Ismaël ASK, Doké Josué de Wafa, Mlapa Peniel, qui revient donc des Émirats Arabes Unis, et Yendoutier Nana de l'ASK, Chatakora Abdul Semiou de l'ASK. Alors, Steve Laus et Steven Lavon, voilà, ce n'est pas... Non, je suis habitué. Voilà. Steve Lavon. Alors, Elie parlait de Claude qui devrait faire avec uniquement des joueurs locaux. Vous pensez également qu'on n'a pas besoin quand même de cadre pour encadrer ces joueurs locaux? Non, je ne pense pas. C'est quand même l'équipe nationale. Il faut toujours prendre les meilleurs du moment. Il faut toujours prendre une ossature capable d'aller faire un résultat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous cette envie-là de voir ces locaux-là aussi prouver quelque chose, mais on sait bien évidemment qu'il va leur manquer quelque chose dans un match d'éliminatoire comme ça. S'ils y vont, ils prennent des tôles, c'est nous-mêmes qui allons après dire que bon voilà, on aurait pu amener quelques grands pour les... Donc moi je pense que cette configuration est meilleure. On a pris un maximum de 2 joueurs locaux. On a pu aussi faire venir quelques joueurs qui n'étaient pas contraints par leur club de rester. Donc je pense que pour moi ça va bien. Après, on voit que même Steve Lawson qui est sur la liste, il ne peut que jouer un seul match, puisqu'on l'a autorisé qu'à jouer contre le Kenya à Lomé, et finalement Penem Lapa ne viendra pas parce qu'il est blessé. Il est blessé. Voilà, donc je pense que ça c'est déjà bien. Comme j'ai dit, tout le contest, on est éliminé. Aujourd'hui on est éliminé. Ok, on donne la chance à les locaux. Il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas tous les locaux qui étaient au champ qui méritent dans ce groupe. Il faut être concret. Pas tous les joueurs qui étaient au champ là, qui ont joué d'ailleurs dans ce champ, parce qu'on n'a pas vu tout le monde. Et donc, ce n'est pas tous qui avaient le mérite d'être dans un groupe des éliminatoires. Donc, je pense que le roi a quand même, on va dire, fait un mix. Et bon, voilà, il va donner la chance à un peu tout le monde, puisque le groupe est à forte coloration locale. Forcément, on va avoir 80% des joueurs sur le terrain. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, en plus, aujourd'hui, on a la chance de faire 5 changements. Bon, j'espère qu'il va le faire parce que depuis un bout de temps, les changements, c'est difficile pour lui. Donc, pour pouvoir essayer tous ces joueurs-là, leur donner aussi l'occasion d'humer un peu l'air d'un match international. Et puis, on verra, bien évidemment. Ça va être difficile parce que ce sera une première pour certains d'aller jouer comme ça aussi loin. Moroni, c'est très loin. Ils vont jouer contre une équipe qui est gonflée à bord, qui aura besoin d'un match nul. N'a que besoin d'un match nul pour pouvoir officiellement se valider pour la CAN. Donc, c'est difficile, c'est pourquoi j'aime bien que Jane, par exemple, on n'avait pas besoin de le faire venir. Parce que, bon, voilà. Mais il faut qu'il encadre les jeunes. Il faut qu'il soit c'est là, le capitaine également. Exactement, donc c'est important. Beaucoup de pertinence dans votre analyse, mais la pertinence se trouve à quel niveau lorsqu'on voit, par exemple, Steve Lawson, Mlapa, dans cette liste-là, ou bien sur cette liste-là, Moudjib Falana? Oui, je pense que par rapport au Kassim, comme les confrères l'ont évoqué, l'essentiel a été fait. Et l'une des difficultés de Claude Leroy, c'est de pouvoir nous sortir un 11 idéal avec des joueurs capables de tenir leur rang. Quand vous prenez aujourd'hui cette équipe, moi j'ai bien peur que Claude Leroy ne sera pas capable de nous aligner un 11 type. Sur le dernier match de l'équipe nationale, on a vu un sélectionneur convertir des attaquants en milieu de terrain, des milieux de terrain en défenseurs. Donc vous comprenez que... Et ici, il sera contraint de par exemple, convertir un autre joueur carrément en latéral droit. Parce que sur sa liste, ça manque beaucoup, les latéraux, surtout que Steve Lawson, comme l'a dit Steven, en tout cas Steven Lavon, Steve Lawson ne pourra pas être là pour les 2 matchs, alors que voilà, sur la liste, oui, on a souvent déploré le fait qu'à chaque poste, on n'a pas souvent eu des doublures. Nous sommes rattrapés tout simplement par la réalité. Mais j'ose croire quand même qu'on essaiera quand même de limiter les dégâts, de faire l'essentiel. On ne le dit pas assez, mais moi je pense quand même que le Togo part avec un léger avantage, je l'ai souligné tout à l'heure. Nous revenons d'un CHAN, les Comores, l'adversaire en face, ils n'ont pas eu la chance de battre le rappel du contingent de joueurs évoluant en Ligue 2. Peut-être Steve Lavon peut confirmer. Et l'équipe part amoindrie, ça il faut le souligner. Donc c'est à nous maintenant de faire le jeu, d'être concentrés. J'espère que Claude Leroy n'est pas allé au Cameroun par hasard. Il a bien suivi, il connaît bien le groupe, qu'il fera le job. L'avenir, maintenant, c'est ce qu'il faut commencer à scruter. L'avenir, forcément, c'est les Ila Srebou. L'avenir, c'est forcément les Djenda Konam par rapport à leur âge et autres. Maintenant, c'est vrai que d'autres convocations, comme il a dit, même au niveau de l'ossature locale, ce n'est pas tout le monde qui devrait forcément être là, mais au niveau des joueurs qui sont venus d'ailleurs,
beaucoup quand même parlent de certains noms qui sont revenus, qui n'ont pas de pertinence. Elia Thibaut. Oui, je vais commencer par celui que vous confondez avec Steven Lavon, c'est-à-dire Steven Lawson. Quand je regarde tous les derniers matchs de Steven Lawson sur le côté droit de cette défense togolaise, je me dis, ce n'est pas un joueur qui est une assurance tout risque pour cette équipe, pour dire, voilà, il surplombe totalement son poste au niveau de l'équipe nationale, parce qu'on a des problèmes du côté des latéraux véritablement. Et je me demande encore, faut-il que ce joueur vienne jouer un seul match à Lomé? À quoi ça sert de rester du côté de l'Écosse, de rejoindre Lomé pour jouer un seul match contre le Kenya, plutôt que peut-être d'essayer de voir si peut-être Boré Abdou Sabour, on a vu sa limite face au Rwanda. Est-ce qu'on n'avait pas un autre joueur qui, sur le banc, pouvait apporter beaucoup plus sur ce côté de quoi? Donc, essayons, c'est vrai. Je suis d'accord que tous les joueurs qui étaient au Chan ne méritent pas la sélection parce que certains nous ont trompés, nous ont bluffés au cours de ce Chan. Mais pour moi, la plupart ils sont sur la liste et on devait essayer de voir un peu d'autres joueurs. Aujourd'hui, on est en train de tâtonner tout simplement parce que nous n'avons pas de championnat. Depuis plus d'1 an, on n'a pas vu, on ne sait pas qui est-ce qui a produit beaucoup plus quelque chose, qui a pris de l'avantage, on n'en a pas véritablement. Le problème reste encore de savoir quel 11 on va nous sortir pour ce match, quel changement on va faire pour ce match, quelle est la vision d'ailleurs de l'entraîneur avec ces jeunes joueurs-là qu'il a amenés. C'est juste pour pouvoir les amener comme il le fait avec les autres, de dire ok, regardez un peu ce qui se passe en équipe nationale, dormez dans les hôtels, prenez un vol pour aller à Moroni, faire du tourisme, ou alors de les mettre aussi dans le bain. C'est vrai, il y a des joueurs qui à 17 ans, 18 ans ont connu le bain du haut niveau, et donc c'est ce à quoi on s'attendait à ce que Claude Leroy fasse. C'est vrai, quand on a les Jane, Dakona, moi je trouve, s'il ne tenait qu'à moi seul dans cette liste, véritablement, il n'y a que peut-être Jane et puis Ilas, peut-être, qui est dans cette liste des joueurs libérés qui méritaient d'être là. Mais quand vous prenez Peniel Mlapa, c'est combien de buts? C'est 0 but, et tout cela, on le garde en sélection. Oui, en sélection, bien sûr. Maintenant, l'autre problème qui se passe, c'est au niveau des gardiens de but. Vous prenez, on part avec Diani, on part avec Gbeignon, on part avec Adrik aussi. Regardez tous ces trois-là, on les a vus. Pourquoi il n'y a pas Igba? Justement, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi il n'y a pas Igba? Quand vous prenez les trois, Adrik aussi, il était au Chan, on ne l'a pas vu jouer un seul match amical, ni un seul match au Chan. Diani Nguissan, on ne l'a plus vu, on ne sait même pas quelle est sa forme. Il est en Djibouti, Gbeignon. Mais il est en train quand même de revenir parce qu'il fait des matchs. Il fait des matchs, voilà. Maintenant, on se pose la question du niveau de ce championnat. Quand on prend celui de Gbolosou, il est à quel niveau? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas revenir Aïba, qui était déjà au Chan, même s'il a fait des erreurs, qui joue également dans son D'ailleurs, il n'a pas été le seul à faire des erreurs. Tout le monde a fait les erreurs. Le staff et les joueurs ont fait des erreurs. Et il se retrouve là. Oui. Mais le staff, il continue. Oui. Donc, vous comprenez, c'est surtout au niveau des gardiens que je me dis, il y a totalement de l'incohérence dans ce qu'a fait Claude. Lorsqu'on reprend un peu, vous avez souligné ce match-là de Djerani face au Sili National où il a pris 4-1. Après, il a disparu des radars en sélection. Depuis 2014, puisque c'était pour la CAN 2015. Est-ce que ce n'est pas forcément la même formule qu'on est en train d'appliquer à Iba Moubarak? Parce qu'il aurait été défaillant sur certaines actions. Le match qui suit ou bien la sélection qui suit, il est out. Ouais, c'est un style de management que j'ai jamais compris en fait. C'est un style de management qui n'est pas du tout cohérent parce que c'est un joueur, ça peut arriver de rater un match, mais c'est pas normal qu'on ne puisse pas voir ce joueur-là dès la prochaine sélection, encore plus que c'était le titulaire de l'équipe nationale locale. Si vous prenez tous les joueurs de la sélection locale et que vous ne prenez pas le gardien, il y a un problème. Après, maintenant, je ne sais pas concrètement, personnellement, je ne sais pas si peut-être qu'il a un problème. Bon, je vais peut-être m'informer après, mais j'ai été surpris de ne pas le voir sur la liste. Et vu que le roi ne discute jamais de sa liste à personne. Donc on ne peut pas vraiment savoir, mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas communiquer sur un certain nombre de joueurs. Surtout à Igba, par exemple, on aurait pu dire, ne serait-ce qu'une phrase. Ne serait-ce qu'une phrase pour dire, bon, lui, il est blessé, c'est pourquoi il n'est pas là. Donc là, si on n'a rien, c'est un peu bizarre parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le seul joueur à avoir fait des erreurs lors de ce champ-là, mais on en a vu plusieurs dans... Allez, quand on prend Toudi revient. Ils sont tous là. Lorsqu'on prend la défense titulaire sur les 2 derniers matchs, il n'y a que Aïgba et Bodé qui ne sont pas là. Tous les autres sont là, alors que, en tout cas, ça a été et puis, comme je dis, c'est des styles de management qui passent le moral des joueurs. Ce n'est pas normal. Et puis, c'est un joueur qui vient juste... Malgré ce champ qu'on estime raté pour lui, il a signé un contrat professionnel ailleurs. Donc, je pense que le mieux aurait de continuer par l'encourager,
le faire revenir en sélection chez les A maintenant, puisqu'il avait été déjà là, lorsqu'il était dans le pays. Maintenant, c'est lorsqu'il quitte le pays qu'on ne le voit plus en sélection. Donc c'est bizarre. Quand on le prend chez les A, il était le suppléant de Barcola. Donc aujourd'hui que Barcola... Normalement, c'est devait être lui le numéro 1. C'est un peu l'incohérence au niveau du management de Claude Leroy. Quand il définit un gardien numéro 1, c'est fini. Vous n'avez pas de gardien numéro 2 pour dire, voilà, il y a une continuité. Vous prenez, même quand Gassa était là, qui était numéro 2? On ne savait pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à découvrir Barcola. Derrière Barcola, on a qui? On n'a personne. Regardez cette liste. Aucune suite de cohérence dans ce qu'il fait. Et c'est ça qui nous inquiète, les Togolais, par rapport au management de cette équipe. Il le dit, beaucoup de joueurs sont cassés par rapport à ça. À chaque fois, un joueur qui rate un match, on l'a vu avec James Oloufade, il rate un match, c'est fini, on le met dans les armoires. Dites-nous si Messi, Cristiano n'ont jamais raté de match. Raté de match. Voilà. Il y a également, parlant des gardiens, il y a Bassa Diéry qui se reconstitue également sur le continent. Voilà, qui aurait pu également, même s'il ne joue pas encore, c'est quand même des opportunités pour remonter le moral justement de certains joueurs à un moment donné qui ne se retrouvent plus. Oui, je pense qu'il faut quand même faire une liste limitée. Il faut, dans nos débats, quoi qu'on dise, revenir dans le contexte. Oui. On ne sait pas ce qui a milité à la non-convocation de Aïba Moubarak. Il n'explique pas ses choix. Mais tant qu'on ne nous dit rien non plus, on ne saura pas. Je pense que nous sommes en train de nous adonner à une masturbation intellectuelle parce que Claude Leroy n'a jamais affectionné, comme l'a souligné tout à l'heure nos confrères, n'a jamais affectionné cet exercice-là où, après avoir sorti sa liste, on convoque une conférence de presse où on explique à l'opinion les raisons qui ont milité à la convocation des joueurs. Et ça n'a jamais été fait. Et cette attitude, justement, doit alimenter les débats. Ça alimente justement les débats. Entre-temps, au début, Claude le faisait. Mais quand tu entends un confrère... Non. Derrière, quand vous attendez un confrère qui vous dit, c'est moi qui dis de ne plus faire, vous comprenez un peu. Donc, vous comprenez qu'il dit ouvertement. Ça dit qu'il n'est plus professionnel. Parce que en professionnel, c'est ce qui se fait en réalité. Normalement. Mais je parlais plutôt de méthode. La méthode n'a pas évolué, les croyances n'ont pas changé. Et aujourd'hui, quand vous nous demandez s'il faut parler de nouveaux projets pour l'équipe nationale, il est difficile de répondre à cette question. Les méthodes ne changent pas. Est-ce qu'on peut parler de projets, justement? Maintenant, il y a une question que vous avez posée, justement. Quel 11 de départ en réalité, ça ne devait pas être un souci pour Claude. Parce que la charpente, par rapport au Chan est déjà là. Il n'a juste qu'à s'aligner, Steve Lavon. Oui, mais je doute qu'il s'aligne sur une équipe composée par Ballot Dossé, par exemple le Chan. Mais oui, ça va être compliqué pour lui. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi il a toujours tout essayé pour amener quelques joueurs qu'il estime mieux maîtriser que les locaux. Donc, voilà, de toute façon, aujourd'hui, c'est très, très difficile. Même pour nous, la presse, de faire 11 de l'équipe nationale. Ce qu'on faisait les yeux fermés il y a quelques années, aujourd'hui, depuis l'arrivée de Claude Leroy, est difficile. Même pour moi, même de faire 11, c'est très difficile. Alors que partout, c'est comme ça se passe. Alors que partout, mais à 80-90%, vous avez déjà une équipe type qui est là. On sait que quoi qu'il arrive, vu leur performance, ils doivent commencer le match. Mais à l'exception de 2 ou 3 joueurs. Voilà, à l'exception de 2 ou 3 joueurs, en fonction de leur forme du moment. Mais là, aujourd'hui, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien du tout. Même les gardiens, on ne sait pas qui va commencer. Voilà, même les gardiens ne savent pas. Si le titulaire de l'équipe du Chan n'est pas là, aujourd'hui, on se pose de la question. Donc, c'est très, très difficile de faire 11. Tout ce qu'on demande, on espère qu'il mettra la meilleure équipe possible sur le terrain. Parce que, c'est vrai, on l'a dit, on est éliminé depuis un bail, il n'y a plus rien à jouer, mais il ne faut pas non plus se faire ridiculiser, quoi. C'est le Togo. Des fois, on a mal de voir cette équipe-là autant être trimballée sur un terrain de football face à des adversaires qui, il y a à peine 2-3 ans, diraient non à affronter le Togo. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui de jouer avec cette équipe-là. Maintenant, c'est eux qui sont, comme on dit, c'est eux qui sont autour de la marmite. C'est eux qui voient les joueurs à l'entraînement. C'est eux qui savent ceux qui peuvent répondre dans un match de ce niveau-là. Et on espère que la meilleure équipe sera mise. Et puis demain, demain jeudi le match. Donc, le jeudi le match, justement. Alors, le Togo est bien éliminé officiellement, d'accord, mais quand même, on peut peut-être estimer des enjeux dans ce match-là. Oui, contrairement à ce qui se distille dans l'opinion, moi je pense que ce n'est pas un match à perdre, c'est un match à gagner. Et quand vous prenez le classement FIFA de février, je ne sais pas si le classement de mars est déjà sorti, le Togo est 128e sur 210 pays. Oui. Ce n'est pas fameux comme résultat. 128e, c'est quand même un lot de terrain que nous avons acheté. Parce que
depuis là, on est là. 126e, 128e, 126e, on est là. Et pire, lorsque vous scrutez la short list des pays déjà éliminés, Sao Tomé, Principe, Tchad, qui n'ont jamais fait de CAN, le Togo se retrouve dans cette liste. Mondialiste, se retrouve dans cette liste. C'est là où le bas blesse. Raison pour laquelle il faut faire tout pour gagner ce match. Mais là où moi j'ai peur, c'est de voir un entraîneur renouer avec le genre de discours qu'il a l'habitude de tenir. Il y a de l'enthousiasme, mais les joueurs sont en manque d'expérience. L'avenir est beau. Voilà, donc vous comprenez que c'est un film déjà vu, j'ai peur de le dire. D'accord. Alors, il faut gagner pour peut-être le classement, il faut gagner pour sortir par la grande porte, ou peut-être, c'est ça, non? Éliminer, mais sortir par la grande porte, pas par la fenêtre. Mais au-delà, de façon individuelle, il y a de l'enjeu dans ce match, individuellement. Oui, je pense que c'est une belle vitrine pour les joueurs locaux qui ont déjà fait un CHAN. Ils vont avoir la chance de s'exprimer sur ces deux derniers matchs des éliminatoires. Et on a parlé tout à l'heure des Daïba Mougara qui n'ont pas eu la chance d'être convoqués. Mais par contre, il y a d'autres jeunes joueurs qui sont en train de marquer leur premier pas dans le nid. C'est à encourager tout simplement. Et ça doit se faire sur ces deux derniers. Sur ces deux matchs, les Ismaël, les Semiou, les Nan. Alors, Elie, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais pour ces joueurs de marquer des points. C'est vrai que dans la plupart des pays, les fenêtres de transfert sont déjà fermées. Mais ce sont des joueurs comme Agoro Ismaël, Nan ou encore Tchatakura qui ont marqué des points lors du CHAN. Et donc, ils vont, s'ils ont la chance de jouer, la plupart des clubs vont vouloir voir ce qu'ils font avec l'équipe nationale A lors des éliminatoires. Donc, si un certain Agoro Ismaël arrive à reproduire, ne serait-ce que le demi ou encore même match comme cela, je crois qu'au moins un club de la sous-région, bien un club professionnel africain peut se positionner pour ce joueur. C'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on dit, ces joueurs, ils doivent pouvoir mouiller le maillot pour eux-mêmes. C'est-à-dire, même s'il faut perdre, c'est que vous devez sortir du lot, comme peut-être Agoro Ismaël l'avait fait lors de ce CHAN. Il faut sortir du naufrage totalement. Et donc, eux, ils doivent avoir cette chance, ils doivent chercher quand même à faire cela pour pouvoir quand même essayer de pouvoir enclencher quelques points en vue d'un transfert, parce que ça sera compliqué pour des joueurs de dire on a fait un CHAN où on n'a pas été si mauvais, on enchaîne avec l'équipe nationale et qu'on se retrouve à circuler dans l'OME parce qu'on ne joue pas encore. Enjeu toujours? Oui, l'enjeu, je l'ai dit en introduction, que c'est important de finir sur une bonne note déjà. Engager les 6 points, ça nous permettra de mieux nous repositionner dans le groupe. On est aujourd'hui dernier, mais avec 6 points, on sera au moins 3e minimum. Et puis aussi, par rapport au prochain tirage. Parce que n'oubliez pas que dans les tirages, désormais, il faut passer par les préliminaires avant. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de stress-là, faire des préliminaires au mois d'août, alors que tout le monde est en préparation, on n'a même pas la chance. Éviter le dernier chapeau. Exactement, d'éviter le dernier chapeau. Donc, pour moi, c'est important de gagner les matchs. Et puis, comme d'habitude, on ne va pas une compétition pour le perdre. Donc, c'est un match de football. Il faut aller, premièrement, dans la tête pour gagner le match. Et puis après, si ça n'arrive pas, au moins on aura essayé. Vous êtes sur Radio Djena, nous sommes avec Elie Atikbo, Moudib Falana, et Steven Lavon, voilà, le confrère, à ne pas confondre avec Steve Lawson. Alors, nous restons toujours avec les éperviers, puisque ça ne va pas. Un élu du peuple a interpellé le ministère en charge des sports pour comprendre pourquoi justement ça ne va pas, la méthode, le management et surtout le cas Coleroy qui multiplie des mauvais résultats mais qui est toujours là. Ça n'arrive pas tous les jours. Le ministère en charge des sports a répondu. Dans l'opinion, personne n'est satisfait. On parle quand même d'un Claude qui aurait un projet d'avenir pour le Togo en parlant justement du projet, en tout cas Grain du Togo. Ça a quand même suscité, j'ai envie de dire, le courroux dans l'opinion. Est-ce que c'est le même sentiment au niveau de la presse? Qui veut prendre la parole sur le plateau? Je vais me mouiller. Vous vous jetez à l'eau. Je vais me mouiller. Véritablement sur cette lettre, sans mentir, je me suis juste arrêté là où vous avez chuté, là où on parle de projet de Claude Leroy avec Grain du Togo. J'ai trop l'habitude de dire comme ça, Grain du Togo, véritablement, parce que là, je me pose la question, ce projet, il y a eu 2 éditions déjà. Qu'est-ce qu'on en a vu? Les vainqueurs. On a dit c'est un concours de football. Moi, je me dis d'abord, est-ce qu'en football, on doit parler de concours véritablement? Ok, il y a eu ce concours. On a sorti 2 vainqueurs chez les hommes. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans quelle académie? Quel avenir pour eux? Dans tout ce lot-là, des joueurs qui ont participé,
ils sont en train de se faire former où pour dire, voilà, dans 2-3 ans, parce que c'est ouvert au moins de 15, c'est ça, ils seront là en équipe nationale à 17 ans pour commencer par se faire former, pour arriver. Moi, je ne vois pas la pertinence de ce projet si ce n'est que nous dire qu'ils sont allés regarder une finale de Ligue Europa ou bien se sont entraînés avec le PSG. C'est bien, en une semaine, est-ce que les détecteurs du PSG ont eu le temps nécessaire de pouvoir apprécier la qualité du joueur et dire qu'on retient le joueur? Après une semaine, le joueur se retrouve où? Peut-être à jouer dans le sable à côté ici. Donc, moi, je me pose la question, quel est le projet que le ministère même imprime pour son équipe nationale? Donc, si c'est le projet de Claude Leroy, Grain du Togo, financé par d'autres partenaires qui vont nous faire évoluer au niveau de l'équipe nationale, je me dis qu'au niveau du ministère, on a manqué véritablement l'occasion de se taire. Si on ne voulait pas frustrer les gens, le mieux c'était de se taire, de ne pas répondre directement. On sait qu'on n'a pas répondu comme on a l'habitude de le faire. Mais nous dire que c'est Grain du Togo, qui sera la relève de l'équipe nationale, je me pose des questions sur le ministère et la personne qui a répondu de savoir quelle est sa vision pour l'équipe nationale du Togo. Pour une des rares fois, la législation a été quand même respectée, la méthode. Lorsqu'un élu interpelle quand même le gouvernement, ou bien lorsque le Parlement interpelle le gouvernement, il faut quand même se prêter à l'exercice. Et là, le député a interpellé le gouvernement, le ministère a répondu. Maintenant, c'est peut-être la pertinence de la réponse aujourd'hui et qui est analysée. Oui, il y a eu une interpellation, il y a eu une réponse, mais on n'a pas été convaincu. On n'est pas satisfait tout simplement. Vous savez, on dit souvent que le sélectionneur prépare l'équipe nationale pour avoir des résultats, mais la direction technique nationale est là pour préparer l'avenir. Et moi, j'ai comme l'impression que le sélectionneur aujourd'hui se trompe de terrain. Et à cette allure, même dans 10 ans, on n'aura pas de résultats. Quand vous prenez l'équipe nationale aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Et on n'a jamais jugé l'entraîneur sur cette base. Les employeurs du sélectionneur national, la fédération, ne s'est jamais prononcé sur le sujet de façon assez concrète, de façon, je ne sais pas, régulière. Et vous prenez le ministère des Sports, j'ai comme l'impression qu'on cherche souvent des échappatoires. Et on n'est pas véridique avec nous-mêmes. C'est un peu ça le cas du Togo, c'est le contexte actuel. Claude Leroy, je ne sais pas s'il y a une face cachée de son contrat, mais... La question a été posée également par l'élu du peuple, en tout cas. Certainement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'équipe nationale, c'est le même débat, on n'a pas de résultat, la même personne est là, indéboulonnable, quoi. Bon. Depuis avril 2016. Depuis avril 2016. Ça fait bientôt 5 ans. Hein? Bientôt 5 ans. Et on a déjà raté 2 Coupes d'Afrique des Nations. À 24. À 24. Et la seule Coupe d'Afrique des Nations faite avec Claude Leroy, c'était une CAN où il y avait eu des éliminatoires. Il a fait pratiquement 2 matchs. Et il a accueilli cette qualification. Le Minan a parlé de Nukunu. Ça a été un miracle pour justement le Togo, cette qualification. On pouvait parler de miracle. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a besoin de voir l'avenir. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il va être remplacé? Mais ceux qui ont peut-être l'occasion de se prononcer sur le sujet aujourd'hui ne se prononcent pas. C'est là où le bas blesse. Ah oui. Et ceux qui devraient se prononcer justement, vous pensez que ce n'est pas la presse? C'est peut-être à d'autres personnes? Steve Lawson? Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, mais c'est intéressant. Parce que tout le monde, au moins, tout Steve le monde sait que j'ai raté une carrière professionnelle. Ah oui. Non, pour revenir au sujet, non, moi, premièrement, j'ai été agréablement surpris. Comme tu l'as dit, c'est déjà une rare fois où un ministre a interpellé, réagit de la sorte. Bon, ça... Je pense qu'on en voit de plus en plus depuis le gouvernement Victoire Togbé. Oui. C'est une bonne chose. Maintenant, sur le fond du sujet développé, bien évidemment, on peut se poser des questions sur la pertinence des réponses, etc. Quand je commence par la première question, moi j'ai eu l'occasion de tout lire, contrairement à Elie. Oui. J'ai eu l'occasion de tout lire. Ouais, donc, quand je prends le premier point du sujet où elle évoque, la ministre évoque justement la création des CDS, ambassade, Palimé. Oui. Non mais sincèrement, des trucs comme ça fait honte. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, on va voir le CDS à Palimé,
Vous allez lui montrer. Et quand il va voir ça, il va vraiment dire ah ouais, on a un centre. Et puis les résultats, justement. Et puis les résultats de ce centre. Il n'y a pas un seul joueur sélectionné. Depuis combien d'années? Oui, sélectionné. Et à Barça, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus au projet. Il faut te dire la vérité. Oui. C'est Palimé qui est encore opérationnel. Au moins Palimé qui est en opération, puisque j'ai vu la dernière fois, lorsque la ministre a été nommée, j'ai vu qu'elle a fait un tour là-bas, offert quelques équipements. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. C'est qui les encadreurs là-bas? C'est quoi le projet? On ne le sent pas. Ça, c'est un. Deux, sur le cas Claude Leroy. Non, mais moi, la réponse confirme tout ce qu'on dit depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'au niveau de l'autorité, tout va bien avec Claude Leroy. Malgré les cris de la presse, de l'opinion, etc., au niveau de l'autorité, tout va bien avec Claude Leroy. Quand on nous dit que grâce à Claude Leroy, l'administration, les joueurs sont disciplinés, non mais sincèrement, on nous prend pour qui en fait dans le pays? Non. On préfère avoir des joueurs indisciplinés, avoir des résultats. Parce que l'objectif, c'est les résultats. C'est la première fois que moi je vois qu'un sélectionneur est jugé par l'administration que par les résultats. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous ne dites pas ça nulle part, dans aucun pays de la planète. Donc pour moi, ça me chagrine, mais en fait, on subit. On subit depuis un bout de temps d'ailleurs, depuis 5 ans bientôt, vous l'avez dit, on subit. Donc là, c'est difficile. Et puis la dernière partie où on a l'impression que même le ministère des Sports ne sait sur quel budget marche Claude Leroy. Oui. Ça, c'est la question a été posée. Voilà, il n'y a jamais eu de réponse. C'est drôle en fait. Elle dit juste que bon voilà, Claude Leroy ne marche pas sur le budget du ministère des Sports. Et puis Claude, elle ne dit plus rien. Voilà, c'est comme si bon voilà, elle s'est débarrassée du sujet. Donc dans l'ensemble, ok, elle a répondu à un élu du peuple, c'est bien. Mais sur les sujets, bon, sincèrement, fallait mieux ne rien. Est-ce que justement vous rejoignez Elie? Oui, il fallait mieux ne rien. Elle devrait faire mieux plutôt dans le silence que plutôt de répondre pour au moins peut-être n'a pas fait ses responsabilités. Oui, faire face à ses responsabilités, c'est de susciter le courroux de l'opinion, c'est ça? C'est un début de solution. Début de solution, oui, pour fermer cette fenêtre justement. Claude a permis à l'administration de la FTF d'être sérieuse. Non, c'est insulter ceux qui sont payés là-bas. Non, c'est justement, c'est insulter toutes les fédérations qui sont passées, toutes les équipes qui sont passées au niveau de cette fédération. Mais sérieux, Claude a apporté quoi à cette sélection? Bon, il y a plus de problème de prime peut-être. Non, mais le problème de prime, c'est pas lui qui paye. C'était réglé depuis un moment avant qu'il ne vienne. Les joueurs savaient que voilà, quand on a le on gagne un match, on a telle somme. Et tout. Écoutez, arrêtons quoi. Voilà ce qu'on pourra dire. Quand on parle d'indiscipline, à l'époque, combien de joueurs étaient indisciplinés? Si on part à part Adebayor qui supplantait la plupart des entraîneurs, Adebayor et Agassa, la plupart il n'y avait pas que ces deux joueurs. Hein. Non, mais c'était... N'oubliez pas les Nibombe Dari, et n'oubliez pas le passage des Kader Koubadia. C'était quand même des cadres. Oui. Des cadres. Mais il y avait des courants. On aurait même aimé voir ces joueurs-là. Avec des résultats. Parce que ce sont... En 2005-2006, on était indisciplinés. Avec eux, même des joueurs qui sont partis dans des avions différents, le Togo a eu des résultats. C'est beaucoup mieux que être dans l'homélie, c'est ça? Toujours sur Radio Djina, nous allons évoquer à présent le deuxième sujet de cette émission. Nous évoquons le championnat national de football de première division. Là également, ça fait froid dans le dos des acteurs parce que tout le monde était déjà dans les starting blocks parce que voilà, on était à 48 heures lorsque l'information est arrivée. Alors, Moudjib Falana, au niveau de votre rédaction, je sais que vous étiez déjà en ordre de bataille, puisque vous êtes thématique. Mais là, l'État encore, ça c'est encore l'État, c'est la star, c'est l'État. L'État encore arrête tout. On parle de coronavirus, on parle de recrudescence des cas, on parle du variant britannique qui est là, anglais, si vous voulez, et c'est le football apparemment qui est ciblé, parce que les écoles sont toujours là, les églises sont toujours là, les marchés sont toujours là, les bars sont toujours là, mais les footballeurs, en tout cas, ne peuvent pas commencer, Moudjib Falana. Vous savez, là où il faut s'interroger, c'est qu'on avait déjà demandé, après la première vague de contamination, on avait demandé à chaque secteur d'activité de proposer un plan de reprise. Le secteur éducatif, vous avez parlé des marchés, chaque secteur a quand même proposé un plan de reprise. Mais j'ai comme l'impression qu'avec le football, on n'accorde pas le bénéfice du doute.
les acteurs, les principaux acteurs, c'est-à-dire ceux qui organisent le championnat, la Fédération togolaise de football, l'instance fêtière, a quand même présenté des garanties pour aller au championnat. Mais il est difficile de comprendre qu'à 48 heures du lancement, on décide de tout suspendre. On était à cette conférence de presse où le secrétaire général a quand même essayé d'expliquer à la presse les tenants et les aboutissants du championnat. Tout juste après la conférence de presse, c'était le ciel qui nous est tombé sur la tête. On ne pouvait pas comprendre. Mais il faut quand même replacer peut-être cette décision dans son contexte. Vous avez parlé tout à l'heure du variant anglais. Oui. Mais à mon humble avis, il faut quand même accorder ce bénéfice du doute au football. Au niveau des marchés, je l'ai dit, l'interaction est ambiante. Au niveau des écoles, le secteur éducatif regroupe un nombre considérable d'acteurs. Un monde fou. Mais en tout cas, tout se passe au mieux là-bas, on peut le dire. Mais comme je le dis, quand on revient au contexte, il y a eu cette prorogation de l'état d'urgence. Et ça fait 3 fois. Oui. Quand on considère l'état d'urgence, le premier état d'urgence en avril 2020, ça fait déjà au total 4 états d'urgence. Oui. Normalement, le dernier finit en mars, en réalité. En mars. Donc on a prorogé de 6 mois. Oui. Donc vous comprenez que cette crise sanitaire, cette pandémie est encore là. Mais il va falloir prendre les taureaux par la corde. Moi, j'ai bien peur qu'au niveau du football, par exemple, on n'a pas des acteurs dont la voix porte. Le football a été toujours ce secteur-là où on a souvent vécu comme des punaises. On a vécu aux dépens de l'autre. On a souvent, à chaque début de saison, quémandé des subventions. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut attendre cet avis favorable-là de l'État. Et aujourd'hui, on est surpris. Et cet avis favorable, justement, n'a pas été donné. Et Steven Lavon, alors, c'est quand même curieux de laisser tout se faire et à 48 heures de dire non. Bah, oui, c'est la méthode ou la manière qui moi, m'a gêné beaucoup dans cette histoire-là. On aurait pu arrêter ça peut-être une semaine avant le démarrage. Ok, on aurait compris, mais à 48 heures comme ça, alors que tout le monde était déjà dans le feu de l'action, etc. Même la fédération était surprise par la suspension, la nouvelle suspension. Donc vous vous imaginez que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien lorsque vous dirigez des gens, on dit que diriger c'est prévoir. Ils n'ont rien prévu du tout. Ils ont laissé les gens dépenser beaucoup d'argent depuis quelques semaines, préparer des équipes, recruter des joueurs, faire des stages, mettre beaucoup de millions, et puis à 48 heures du démarrage des activités de la compétition, vous leur dites non, arrêtez tout. Ça, c'est pas normal. On aurait même pu laisser commencer la compétition. Après 2 journées, vous arrêtez, vous dites non, bon, vous-même vous avez vu. Parce que, quoi qu'on dise, oui, il y a ce contexte-là qui fait qu'aujourd'hui, durant ces derniers jours, on l'a vu, les chiffres sont vraiment alarmants. Mais j'en parlais hier avec quelques amis, je disais, je crois que le problème du Togo aussi, c'est de pouvoir cibler, faire véritablement une distinction entre de là où proviennent les cas, en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir là d'où proviennent les cas. Parce que lorsqu'on voit les marchés qui sont ouverts avec... Il y a un département au niveau du ministère de la Santé. La grosse affluence dans les marchés, les écoles. Est-ce que c'est dans les marchés où on a le plus de cas? Je ne pense pas, puisqu'on ne le dit pas. Est-ce que c'est dans les écoles où on a le plus de cas? Je ne pense pas, puisqu'on ne le dit pas. Parmi les voyageurs. C'est parmi les voyageurs, voilà, il faut voir si c'est par là. Ou bien c'est où? C'est dans les administrations. Il faut voir ou bien c'est au niveau des sportifs. Voilà, il faut voir les secteurs où il y a véritablement les cas et prendre les mesures contre ces secteurs-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte, mais depuis qu'on a donné une certaine dérogation au sport pour reprendre au moins les entraînements, combien de clusters on a vu au niveau des clubs? Combien de clusters on a vu au niveau des clubs? On a demandé aux clubs de faire même des matchs amicaux et on a vu tout ça bien passer. On va jouer un championnat où un protocole a été bien fait. C'est un protocole, c'est même sous le protocole de la CAF que la FTF s'est greffée pour faire son protocole. C'est un très très bon protocole. Et les matchs joueront à huis clos. Avec un certain nombre de spectateurs, bien de personnes limitées pouvant assister au match. Mais laissez faire 2-3 matchs. Si à un moment donné, il y a défaillance. Vous arrêtez tout, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au-delà du football, mais il y a des sports qui sont même des sports individuels. Vous allez me dire que le tennis aussi, il y a aussi un problème autant escrime. L'athlétisme, par exemple. Parce que, bon voilà, des sports même individuels. Je veux parler même des sports individuels. Ceux qui font le ping-pong, etc. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'on veut juste arrêter pour arrêter, quoi. On ne va pas à la source du problème pour voir où est le souci.
Pendant le même temps où on nous dit, bon, pour prévenir la maladie, il faut quand même faire un peu de sport, etc. C'est dans le même temps où on suspend les sports. On ne peut pas faire de sport, on ne peut pas faire d'activité sportive, alors qu'on nous dit que même, voilà, avec un corps sain, la maladie ne peut pas vous atteindre. Donc, à la fin, on se demande qu'est-ce qu'on veut en fait. Le sportif doit renforcer en réalité son système immunitaire, sauf que voilà, c'est les sports qui sont à terre, qui sont bloqués au Togo. Et puis cette question, est-ce qu'il y a un problème de leadership entre la coordination de riposte contre la Covid et puis la Fédération togolaise de football? Est-ce qu'il y a un problème entre les deux officiers supérieurs des FAT du Togo? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Les trois officiers supérieurs. Les trois officiers, parce qu'il y a également Lidi Bessi qui est là, il y a Colonel Djibri, il y a Colonel Akpovi. Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau? Parce que les sports ont démarré, des sports comme le tennis de table ont démarré, mais il a fallu que le sport du colonel Akpovi ne pointe son nez pour que, alors, le colonel Djibril sorte également pour dire « je n'ai pas donné le hockey ». Oui, quand on écoute ces timbres de couleur, on pourrait dire qu'il y a une guerre d'ego entre les trois officiers supérieurs des forces armées togolaises, le gendarme Akpovi et les deux médecins, le colonel Djibril et puis le commandant Lidi Bessi Kama. Je me dis à un moment donné que l'autorisation de reprise des activités a été donnée le 15 janvier. Là, je me rappelle très bien, on était à l'aéroport pour partir pour le Cameroun. Il y a une première dérogation en décembre. Et puis non, celle qui ouvrait la voie aux autres disciplines comme le football. Sauf les sports de masse. Voilà. Donc, et je me suis posé la question du 15 janvier au 18 mars. On n'a pas eu le temps de voir qu'on a donné une autorisation sans mon aval. C'est la question que je me pose véritablement. Est-ce que pendant la période là où on a donné l'autorisation, le football ou bien les sports ont été des clusters de ce coronavirus? Il n'y en a pas. Les clubs ont fait plusieurs tests avant de jouer des matchs amicaux. Il y a un communiqué du SG qui avait réglementé cela. Si même il y a eu un cas, 2 cas, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas communiqué officiellement, il y a eu des cas de coronavirus, on ne va pas nous dire que ces cas étaient supérieurs à ce qu'on a au niveau de l'administration, au niveau de certains services publics ou bien de certains services privés. Ça, c'est un faux problème. Maintenant, quand on revient dans l'organisation de la chose, il y a aujourd'hui, moi, quand je regarde un peu dans le sport, je me dis le protocole sanitaire au niveau du football est plus strict même que ce qu'on fait dans les administrations. Vous prenez le protocole de la FIFA, le protocole de la CAF, et même le protocole de la fédération où tous les joueurs seront testés lundi. Les matchs sont à huis clos. C'est fait de sorte qu'on sache quels sont les hommes ou bien les personnes qui ont assisté à un match sur un terrain. Si on prend le terrain de Asposa, ce n'est pas comme avant, je reste à la maison, dimanche, je dors, je dis, bon ok, Agoué, c'est plus proche de chez moi, je vais au terrain d'Agoué. Si je ne suis pas répertorié comme journaliste devant couvrir le match d'Agoué, je n'aurai pas accès à ce stade. Il faut que je m'annonce bien avant, qu'on me dise, non, Agoué c'est plein, allez à Kégué. Ok, je vais à Kégué. Si à Kégué, un joueur est jugé positif et qu'il faudra faire le test, on sait quelles sont les personnes, les acteurs qui étaient sur ce terrain, on teste tout le monde. Quelle sécurité peut-on donner mieux que ça? On parle de variant anglais. Attendez, est-ce que c'est les joueurs qui ont mené ce variant anglais? Et secondo, moi je dis, on n'a pas tenu compte de l'aspect, excusez-moi, social, et je parle de cynisme et de méchanceté dans ce que les gens sont en train de faire. Peut-être les gens veulent faire leur guerre d'ego, en oubliant que derrière, les joueurs ont de la famille, les joueurs doivent loger, louer, payer leur chambre. S'ils n'ont pas d'activité au Togo, c'est lorsqu'il n'y a pas de championnat, lorsqu'il n'y a pas de match, les joueurs ne sont pas payés. Ils vont vivre comment? Ça fait 1 an. Ils ont sorti le mécanisme Novici. Ça n'a même pas pris en compte ces joueurs-là. Ça montre totalement pour moi le cynisme et la méchanceté que les gens ont dans cette affaire de coronavirus. S'ils ont leur guerre d'ego, qu'ils le fassent. Parce que nous aussi, journalistes, à un moment donné, on en est impactés. Certains n'ont pas de salaire, ne vont plus au travail. Certains, c'est demi-salaire. Mais eux autres, ils ne continuent pas à gagner totalement leur salaire comme cela se doit. Alors, il y a au-delà de tout une commission qui a été mise en place par la Fédération togolaise de football. C'est essayer peut-être de convaincre à nouveau l'autorité en proposant autre chose. Peut-être qu'il y a certains détails qui n'ont pas été pris en compte dans les garanties que quand même donne la Fédération togolaise de football, Moudil Falana. Oui, c'est ce qui m'amène d'ailleurs à me poser une question. C'est comme si le plan de reprise ou le dossier de la relance du football n'a pas été assez lourd.
Aujourd'hui, on a mis sur pied ce comité-là, mais on ne va pas demander aux gens de réinventer la roue. On veut encore quelle garantie si ce n'est de chercher peut-être qu'il faut, peut-être ils vont faire des vaccinations avant de commencer. Bon, si c'est une solution pour que le ballon roule, je pense que les acteurs doivent s'asseoir et discuter. Et ça fait mal. Les gens ont injecté de l'argent dans cette reprise. La subvention, elle est de combien? 8 millions. Ils ont reçu 5 millions. La fédération a déjà donné une partie. Mais les 5 millions ne peuvent pas couvrir le championnat. Les gens sont engagés dans des dépenses folles. Vous prenez par exemple le club comme Asco, qui a internationalisé carrément son équipe. Oui. Il y a d'autres équipes également qui ont mis les moyens pour s'offrir de belles préparations. À ce niveau, ça fausse beaucoup de choses. Hein. Oui, d'abord, la première partie de la subvention de la fédération, elle aura servi peut-être à recruter certains joueurs. Alors, est-ce que la fédération pourra récupérer cet argent au moment où le hockey sera donné? Alors, les préparatifs au plan physique, lorsque les équipes seront encore 3 semaines ou 1 mois à la maison, le hockey sera donné. Est-ce que, justement, les clubs auront encore le temps de reprendre l'aspect physique, la condition physique, l'affûtage, avant d'arriver? Peut-être, il y a beaucoup de choses. Et le débat de relance est faussé, surtout là. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. S'il faut aller à une reprise des compétitions, il faut respecter un timing. Il ne faudrait pas que ça prenne 2, 3, 4, 5, voire 1 mois. Il faut essayer de faire ce lobbying-là. Moi, je pense que c'est le lobbying qui manque aujourd'hui. Certes, on avait proposé un plan de reprise, mais pas avec un lobbying assez conséquent. On a mis sur pied un comité scientifique. Est-ce que c'est une question de lobbying? C'est une question de proposer un protocole convaincant. Est-ce que c'est une question de lobbying? Latif Yorouma, est-ce que ce protocole qu'on a proposé n'est pas convaincant? Voilà. Parce que quand on parle de lobbying, ça suppose que vous pouvez n'avoir rien dans le protocole, mais le lobbying peut utiliser son réseau relationnel. Il faut savoir frapper à la bonne porte. C'est très important. D'accord. Et Steven, c'est compliqué en fait. Et moi, je me dis que, vous savez, comme Moudib l'avait dit au début, tant qu'on sera toujours dans ce système amateur, on va toujours être comme ça. Vous imaginez qu'on avait un championnat professionnel, vous pensez que ça c'était possible? Si les clubs payaient de gros impôts. Si les clubs payaient des impôts, il y avait des entreprises qui subventionnaient le championnat, les clubs. Non, c'est compliqué parce que ça va valoir des procès à l'État. Ils ne peuvent même pas prendre des décisions comme ça. Donc, c'est le système amateur qui ouvre la porte à tous ces genres de décisions hâtives, à tâtons, tout ce qu'on voit là. Parce que je l'ai dit, si vous ne vouliez pas donner une autorisation pour les sports, il fallait le faire depuis longtemps, tout le monde sait. Aujourd'hui, on arrête le championnat, on arrête le démarrage du championnat à une période où on est déjà pris par le temps. Normalement, on devait faire le championnat terminé au plus tard le 15 juin pour justement respecter le calendrier international. Vous pensez qu'avec ce retard-là qu'on est en train de si le mois d'avril finit, c'est fini. C'est fort clos. Si le mois de mars finit, pour moi, c'est fini. Fort clos. On ne pourra plus faire un vrai championnat comme le calendrier a été fait. Et il faudra passer peut-être à autre chose. C'est pourquoi je dis, si l'autorité sait qu'elle donnera, bien évidemment, le hockey, il faudra le faire très vite. Sinon, on dit déjà aux gens, oubliez cette saison encore une fois, on recommence à partir de la saison 2021-2022. Donc, parce qu'il ne sert à rien non plus de mettre les gens dans l'attente, et puis après leur dire, c'est fini, arrêtez. Non. Mais de façon concrète, est-ce qu'on ne va pas vers cette hypothèse? Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Arrêtez, moi je dis derrière, attention, cascade de procès. Parce que les clubs auraient signé des contrats avec des joueurs pour leur dire, ok. Disons que notre système fait que quel joueur va aller faire le procès. Mais attention, c'est ce qui pourrait. C'est vrai, notre idée. Quel contrat également? Mais derrière, je dis, quand on regarde, faites un tour simplement le dimanche de Kodjovia Copé, la part de Kodjovia Copé jusqu'à Avepozo. Et dites-moi si. Pourtant, on nous dit que c'est ça l'espoir de masse qui était interdit. Non, mais dans l'après-midi, vous les voyez, ils sont bien assis, ça boit. Si là-bas, il n'y a pas le variant et que le variant, il cible seulement les terrains de jeu, les gazons. Oui, et à la suite de Eli, on parle du variant anglais. Et il y a aussi le variant brésilien et le variant sud-africain. Et moi, j'ai bien peur. Le variant breton est sorti aussi. Ok, j'ai bien peur qu'on ne le reprenne finalement pas. Voilà, peut-être que la conclusion, c'est que, ou soit carrément, au bout d'une semaine, que l'État revienne sur sa décision, ou carrément qu'on oublie. Moudib, c'est ça, ou carrément qu'on oublie cette saison-là. Oui, et surtout qu'on considère le Togo
comme le pays qui gère mieux ou qui maîtrise mieux la pandémie. Et pourtant, ici même, on ne le suit pas. Donc, on doit quand même accorder ce bénéfice du là au football. Quand vous prenez des pays comme le Sénégal, ils sont à 614 morts. Je ne dis pas que, 614 morts, c'est un peu important. Contrairement au Togo, on a franchi la barre des 100. Mais je pense quand même qu'on peut se donner quand même cette... On peut se dire que voilà, nous maîtrisons mieux. Et l'État serait heureux également de pouvoir faire jouer ses joueurs en maîtrisant également il faut quand même se donner ces moyens-là. J'ai l'impression juste qu'il y a un certain paranoïa. Lorsqu'on passe plusieurs semaines sans avoir peut-être à peine 30 cas, on est tranquille. Mais dès qu'il y a une semaine où il y a un peu plus de cas, allez, tout le monde panique. Non, on sait qu'au Togo, on maîtrise bien cette pandémie-là depuis le début. On a eu plusieurs prix, plusieurs distinctions par rapport à ça. Mais pourquoi ne pas continuer sur cette voie-là et autoriser tout un secteur d'activité en encadrant bien évidemment le truc. Je vais dire encore une fois, le protocole de FTF est très bien, c'est super. Moi j'ai vu ce protocole-là, c'est super. Et puis il y a des subventions, la sensibilisation qui va continuer sur le terrain lorsque la compétition va démarrer. Donc sincèrement, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas jouer. Voilà ce qu'on pourra dire sur ce sujet. Il faut également se mettre dans un coin de la tête que même si l'État, dans le hockey, la subvention de l'État sera compliquée. Parce que là, si c'est compliqué de donner le hockey, ce n'est pas l'argent de l'État qui sera facile quand même à récupérer. Merci à vous, Steven Lavon. C'est bien cela, notre confrère, Steven Lavon. Ce n'est pas notre joueur Steve Lawson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Moudjib Falana. Vous serez dans les kiosques cette semaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Merci également à vous. Merci à vous, Latif. Vieux. Oui. C'est vieux, non? Oui, c'est léger. Je suis Latif Yorouma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous le mercredi prochain, mais déjà, le vendredi, Mag Sport revient sur notre radio. Le prochain rendez-vous pour Djena Sport, Djena Débat, ce sera le mercredi prochain.